Bienvenue sur Stop Victime. Cet espace s'adresse aux personnes victimes de violences, terrassées dans leur corps anéanti chez elles. La violence, c'est la poisse. Mais bonne nouvelle, c'est possible aujourd'hui de n'en faire qu'un mauvais souvenir. Dans ce témoignage, sous la forme d'épisodes, nous voyons comment peut naître victime en chacun de nous et à partir de là, en fonction du contexte familial, comment peut être sa vie. Victime n'est pas une personne, mais un statut. Épisode 5. Vie sous emprise. Ils se sont rencontrés grâce à un ami commun. Il habite à Paris et elle doit s'y rendre la semaine suivante. Ils se sont revus. C'est la première fois que quelqu'un prend soin d'elle, qu'on lui offre des cadeaux. Elle a du mal à y croire, mais c'est génial. Elle est heureuse et il fait tout pour la mettre en confiance. Après sa formation, elle prend son poste à Rouen, s'y installe et il décide de s'installer avec elle. Une belle année passe. Pour lui, il est temps d'avancer et de faire un enfant. Elle trouve que c'est trop tôt, mais il la persuade et elle se laisse convaincre. Il est devenu précieux pour sa vie et elle ne veut pas le perdre. Elle est rapidement enceinte. Il est temps de faire les annonces aux familles respectives, lui dit-il. C'est en rentrant des annonces que la tournure de la relation change. Ils parlent tous les deux du week-end. Il dit qu'il n'apprécie pas ses parents, surtout sa mère. Il prend un raccourci qui passe par la zone industrielle de Rouen. Il connaît bien la route. Alors qu'elle est en train de parler, il se stationne et lui dit « Descends, sors de la voiture !» Il fait nuit, pas un quidam, pas même un chat aux alentours. Seuls quelques réverbères allumés apportent un petit faisceau de lumière blanche. Elle s'arrête net de parler. Elle ne descend pas. Il insiste, mais elle se cramponne à son siège. Alors il lui dit qu'elle peut rester si elle se tait. Le reste de la route se passe dans le silence. Elle ne laisse même pas transparaître ses pensées. Seules quelques larmes qu'elle ne peut retenir coulent discrètement sur ses joues. Elle ne dort pas de la nuit. Repasse la conversation en boucle pour trouver ce qu'elle a pu dire qui mériterait un tel châtiment. Elle n'en revient pas et tout lui semble basculer. Elle pense et repense qu'elle doit quitter cet homme. Mais comment faire avec le bébé dans son ventre? Le lendemain, il se réveille et vient à sa rencontre. Il ne remarque pas qu'elle n'a pas dormi de la nuit. Il s'excuse, lui demande pardon, lui dit qu'il l'aime et qu'il ne veut pas la perdre. Ça n'arrivera plus. Par ces quelques mots, il vient de balayer toutes les ruminations de la nuit. Elle reste et la vie continue. La grossesse se passe mal. Elle a des contractions très tôt et doit être hospitalisée. On lui dit de rester allongée et un liquide entre dans ses veines pour ne pas perdre le bébé. Félicitations, madame, c'est un beau garçon. Comme elle est heureuse, c'est merveilleux, c'est presque magique. Mais le bébé est faible et il n'arrive pas à prendre le sein, il perd du poids. Il y a urgence. Dès qu'elle rentre à la maison, on stoppe la montée de lait et on lui donne le biberon. Des abcès au sein lui donnent 40 de fièvre. Elle n'ouvre les yeux que lorsque l'on vient lui donner le bouillon. Au bout de plusieurs jours, elle réussit péniblement à se lever, mais elle se rendort dès qu'elle se pose quelque part. Elle est blanche comme un linge, elle a beaucoup maigri, et un eczéma géant s'est emparé de son corps. Ses parents sont repartis le matin, et au soir, alors qu'elle s'est endormie dans le canapé, son mari la réveille brusquement, lui donne le bébé et le biberon.
Maintenant, elle doit reprendre son rôle. Elle peine vraiment à s'asseoir. Ça lui paraît tellement violent, mais elle n'a pas le choix. Le bébé est dans ses bras. La vie continue. Il est frustré qu'on ne lui ait pas permis de faire les études qu'il souhaitait. Il en parle très souvent. Alors elle finit par se mettre de côté pour lui laisser l'espace et le temps pour apprendre à devenir ce qu'il souhaite. Lorsqu'il lève les yeux de ses livres, elle doit être prête et à sa disposition. Elle prend en charge la gestion de la maison, les courses, le ménage et son petit. Elle le vit mal, mais les choses iront mieux après, se dit-elle. C'est comme ça se passe comme ça. Son garçon grandit et vient une autre grossesse. Une magnifique petite fille agrandit la famille. Lui, il réussit son concours et part toute la semaine à l'école. Elle a l'habitude de s'occuper seule de tout, en plus de son travail. Mais ce déséquilibre commence à peser. Elle ne vit que pour les autres et les choses à faire. Ça l'épuise. Le week-end arrive et elle se dit qu'il va l'aider. Mais ça n'arrive pas. Après quelques semaines, il lui annonce qu'il ne va pas rentrer. Un examen à préparer. Mais lorsqu'il revient le week-end suivant, elle sent que quelque chose ne va pas. Elle demande ce qui se passe. Est-ce l'examen qui s'est mal passé? Mais non, n'importe quoi, tout va bien. Mais non, pour elle, tout ne va pas bien. Pour la rassurer, il décide de l'inviter au restaurant. Ils échangent en mangeant, mais le trouble persiste, et elle insiste, elle veut savoir. Enfin ça sort. J'ai rencontré une autre femme à l'école, et nous avons passé le week-end ensemble. Il faut dire que tu ne prends pas soin de toi, que tu n'es jamais apprêté. Regarde tes yeux, pas même un trait pour les souligner. Elle le regarde, bouche bée. Elle n'a plus faim. Elle qui se met de côté pour lui depuis si longtemps, se retrouve à cet instant complètement dévastée. Elle se voit en haut d'une colline, en train d'hurler, mais rien ne sort. Cette fois, elle va partir. En rentrant à la maison, il appelle sa grand-mère devant elle. Dit qu'elle va partir avec les enfants parce qu'il a fait une grosse bêtise, qu'il regrette beaucoup, et pleure au téléphone. Elle est perdue. C'est le père de ses enfants. Et parce qu'il l'a isolée et qu'elle ne sait pas comment faire pour partir, elle reste, mais le mal est fait. La vie continue. Elle se fait violence, tente de se reprendre en main et se maquille. Elle doute d'elle, elle doute de tout. Il devient ce qu'il veut. Il fait d'elle ce qu'il veut. Comme elle est restée, toutes les occasions sont bonnes pour la négliger, lui imposer des choses qu'elle n'a pas envie, contre sa morale ou son intégrité. Il n'y en a que pour lui, et dès qu'il le peut, il la dénigre en public. Ses relations à elle sont mal à l'aise et ne reviennent pas. Ses relations à lui ne se lassent pas de l'écouter. Cet homme a tellement de charisme, il sait tellement de choses qu'ils ne prennent pas la mesure des remarques qu'il fait à sa femme. Elle le mérite probablement. Dès qu'elle tente de parler avec son mari de ce qui ne va pas, ça prend des allures de drame. Alors elle se tait et s'enferme petit à petit dans cette relation qui la détruit. La vie continue. Il est muté dans le sud. Dommage. Elle avait trouvé un super job, super bien payé. Avant de partir, elle reste avec les enfants à Paris. Ils finiront leur année scolaire avec elle. Elle reprend de la confiance.
Quand elle le rejoint, contrairement au dire de son mari, elle constate que le Sud ne l'attend pas. Elle ne trouve pas de travail et n'arrive pas à s'acclimater. De plus, elle n'est pas bien dans son couple. Elle ne peut pas rester. Elle sort une carte de France qu'elle étale au sol, prend un crayon, ferme les yeux et le laisse retomber. Ce sera l'Ouest. Elle trouve un travail et part seule s'installer. Elle réapprend à vivre seule et à se faire confiance pendant ces quelques mois. Au moment des vacances d'été, elle retrouve ses enfants, s'organise et tout va bien. Mais lorsqu'il la rejoint, elle suffoque, elle étouffe vraiment dans cette relation. Alors, il veut lui acheter une maison. Il va créer une ouverture ici et lui construire une piscine là. Et puis là, là, là. Quelle belle chanson! Elle n'y croit plus, mais elle n'arrive pas encore à dire non. La vie continue. Il reçoit une invitation pour un anniversaire chez l'une de ses collègues. Elle est invitée, elle aussi. Ce qui la frappe en entrant, c'est la vision du couple constitué de son mari et de cette collègue. Humiliée, elle s'en retourne chez elle. À son retour, elle l'interroge. Il dément et lui dit qu'elle est folle de penser des choses comme ça. Mais un jour qu'elle va prendre un café, elle surprend son mari avec cette femme en train de déjeuner alors même qu'il avait refusé de déjeuner avec elle. Il n'y a plus de doute. Mais il persiste, il lui dit qu'elle est complètement folle. Alors, il lui demande de ne plus le déranger pour rien. Lorsqu'elle l'appelle, il ne répond plus et passe la plupart de son temps à l'extérieur de la maison. Elle se donne des coups, elle a des bleus partout. Elle se met à boire dans le sous-sol, s'enivre pour anesthésier la douleur. Elle souffre terriblement et s'en veut. Elle meurt si elle reste. Quand il se rend compte qu'il est vraiment en train de la perdre, il lui fait couler des bains, lui offre des fleurs et tous les cadeaux qu'il ne lui a jamais offerts. Mais cette fois, il est trop tard. Elle sait dire non. Alors, les cadeaux cèdent la place aux mots et gestes violents, aux objets qui volent dans la maison dans sa direction, aux armes qu'il démonte et remonte, aux irruptions en pleine nuit dans la chambre qu'elle a prise pour ne plus être avec lui, à la voiture qu'il met en panne. Rien ne va plus l'arrêter, pas même lorsqu'il lui fonce dessus avec la voiture. Elle s'écarte pour qu'il ne la tue pas. Elle a décidé de vivre. La lune de miel est passée. Elle doit faire vite car maintenant elle se demande si elle sera encore vivante le lendemain en se couchant chaque soir. Elle a mis sa vie dans son sac à main, prêt à partir si besoin. Elle puise l'énergie nécessaire dans l'homme qu'elle a rencontré pour avancer et réussir à partir. Il décide de rester dans la maison et de garder la belle voiture. Il lui prend l'argent qu'elle a gagné d'un procès. Il dit que c'est normal, car tout est de sa faute. Elle laisse faire, elle n'a pas d'énergie pour ça, et elle en a très peur. Il revient avec une très vieille voiture qu'il lui donne. Elle trouve enfin un logement, remplit cette voiture et part. Je te souhaite de finir seule, malade et dans le caniveau, lui dit-il. Elle pense que c'est derrière elle, mais ça la rattrape. Elle perd son travail, trop de retard avec la voiture mise en panne. Sa carte bancaire est avalée, des virements automatiques ont été mis en place à son insu. Plus de travail, plus d'argent, elle ne connaît personne dans cette nouvelle ville. L'homme qu'elle a rencontré s'est évaporé, on appelle ça un passeur. C'est dur, mais elle se sent revivre. Il a demandé aux enfants de choisir leur clan. Elle ne voit plus son fils. Sa fille ne veut pas choisir. Elle retrouve du travail. Elle peut reconstruire le décor.
S'il t'est toi aussi arrivé la même chose que cette personne, ton témoignage est précieux. Cela pourra peut-être l'aider. Ici, pas de blablabla. Ici, pas besoin d'avoir une belle voix pour dire la vérité. Pas besoin de maquillage pour se présenter. Pas besoin non plus de sortir de chez toi. Tu peux tout simplement écrire à l'adresse mail indiquée ci-dessous. Si le V de victime, tu veux en faire le V de victoire, tu es bienvenu. Abonne-toi et envoie-moi ton témoignage. Merci pour ton écoute et ton partage.